Bonsoir, jeudi 11 mars, bienvenue dans le journal de TV78, l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes. Voici les titres de cette édition. Bagarre mortelle entre bandes rivales, meurtres, guet-apens contre les forces de l'ordre. Ces dernières semaines, les faits de violence commis par des mineurs se sont multipliés. Comment expliquer cette recrudescence? Nous poserons la question au sociologue Jean-Michel Schlosser, chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales basé à Guyancourt. Et depuis le 1er mars, une nouvelle crèche a ouvert ses portes à Morpa. La ville-parc accueillera à terme 78 berceaux et 29 professionnels. Sur place, 4 sections pour guider l'enfant dans sa croissance. Et puis direction Montfort-l'Amaury à la fin de cette édition, le château de Grousset va se refaire une beauté. Construit en 1815, il vient d'être racheté par un repreneur qui souhaite en faire un lieu culturel. Avant de développer ces titres, la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, elle se déroulait aujourd'hui. C'est la deuxième année que se tient ce temps de commémoration en mémoire des nombreux morts et blessés des attentats. Dans les Yvelines, une cérémonie s'est tenue à la mi-journée dans la cour de la préfecture à Versailles, autour de Jean-Jacques Brault, le préfet élu, et forces de l'ordre, et notamment la classe de défense du collège Pierre de Nolac à Versailles. Une journée à laquelle s'est associée la ville de Conflans-Sainte-Honorine, frappée par le terrorisme le 16 octobre dernier avec l'assassinat du professeur Samuel Paty. Le maire de la commune, Laurent Brosse, était d'ailleurs aux côtés du président de la République aujourd'hui pour la cérémonie d'hommage aux Invalides. Un collégien roué de coups par plusieurs personnes devant le collège Charles Péguy au Chénéreau-Cancourt. Une adolescente de 14 ans tuée après un différend avec 2 de ses camarades à Argenteuil en Seine-Saint-Denis. Des policiers pris à partie dans un guet-apens à Poissy. Une scène filmée qui a fait polémique et 2 jeunes interpellés. Puis des rixes mortelles entre bandes rivales qui ont touché le département de l'Essonne. Des faits de violence graves impliquant des mineurs se sont multipliés ces derniers temps dans l'actualité. Comment expliquer cette recrudescence? Faut-il voir un lien entre toutes ces affaires? Et Jean-Michel Schlosser est avec nous par visioconférence. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, chercheur associé au CESDIP, c'est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Il est basé à Guyancourt. A priori, ces faits que je viens d'évoquer, ce sont des faits totalement différents, quoiqu'un lien peut être fait entre ces différentes affaires. Elles sont toutes nées de différents, et pour résoudre ces différends, c'est finalement la violence auquel ont recours les jeunes. C'est quelque chose de nouveau, ou qui a finalement toujours existé, cette violence chez les jeunes? Non, elle a toujours existé, elle est très ancienne, les bandes existent depuis une vingtaine, une trentaine d'années, enfin, historiquement, on pourrait même encore remonter plus loin. Le lien qu'il y a entre ces différentes affaires, c'est effectivement la violence, d'une part, et si les débordements, les délits qui sont commis par ces bandes sont en augmentation. Il y a le dernier sondage, il y en a plus d'une par jour l'année dernière. Ce qui est en augmentation surtout, c'est la violence elle-même, qui devient beaucoup plus saillante, avec, on le voit apparemment maintenant, l'utilisation parfois d'armes à feu qui dépassent le cadre que l'on connaissait avant, des armes par destination, bâtons, etc. Ça, c'est très nouveau. Mais des événements de ce genre, il y en a pratiquement tous les jours. Comment expliquer justement que les mineurs sont de plus en plus violents, et surtout, alors, ce qui marque dans ces affaires, c'est que c'est de plus en plus jeune aussi, on voit. Oui, on a connu depuis une vingtaine d'années effectivement un rajeunissement de cette population délinquante. On voit maintenant des mineurs de 11 à 12 ans pour les plus jeunes qui commencent à rentrer dans ce cercle infernal de la violence. Alors toutes les explications qui ont été données par les différentes études sociologiques ou criminologiques sont justes. Il y a les parents qui sont très souvent grandement démissionnaires, l'État qui est moins représenté, la société qui elle-même d'ailleurs est de plus en plus violente, une immaturité croissante chez ces jeunes. Vous savez que les services de renseignement les appellent souvent la génération Sega Nintendo. Ce sont des jeunes qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui sont dans une forme de monde virtuel dans lequel la violence n'est pas du tout inquiétante et qui est considérée comme une forme normale d'expression, y compris dans le dialogue d'ailleurs. On voit la façon dont ils se parlent entre eux, même pour rire, il y a toujours de l'agressivité, de la violence. Ils sont à la fois dans un monde réel et en même temps dans un monde virtuel de la violence, donc il est difficile de sortir. Et est-ce que justement les réseaux sociaux jouent un rôle aussi dans cette recrudescence de la violence, à votre avis?
Oui, ça joue un rôle dans la recrudescence de la violence pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est une caisse de résonance. Hein. Il y a une forme d'émulation, voire de compétition qui se joue entre les différentes bandes sur ces réseaux sociaux, qui leur permettent d'ailleurs en même temps d'organiser des rencontres pour des bagarres ou des questions de territorialité d'une part. Et puis en même temps, comme je le disais, ça les maintient dans une forme constante de violence avec ce que j'appelle moi le système reset, hein, c'est-à-dire que dans la réalité, lorsqu'un coup de couteau est donné, on sait ce que ça donne. Sur un réseau social ou dans un jeu, il suffit de faire reset et puis le mort n'est plus mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très empreint dans la mentalité de ces jeunes-là qui, encore une fois, sont complètement déconnectés du réel et sur la base de ce que nous considèrent, nous les adultes, comme des futilités, et ce sont des futilités, on en vient aujourd'hui jusqu'à donner la mort. Alors, selon les derniers chiffres de la Direction générale de la police nationale, il y a une hausse de 24% des rixes en 2020 en France, des rixes qui sont entre bandes, dont 80% sont issus de l'Île-de-France. Vous le disiez, il n'y a pas forcément plus de violence aujourd'hui, c'est un phénomène qui a toujours existé. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est peut-être aussi plus visible avec la médiatisation forcément qui est donnée à ces affaires? Oh, évidemment, la médiatisation a son rôle à jouer. On le voit bien ces derniers jours. Alors, il est vrai que du fait qu'il y ait eu en très peu de temps plusieurs morts, ça a nécessité une médiatisation qui donne bien sûr plus de résonance aux événements. Mais encore une fois, ce sont des faits que les policiers, et les gendarmes aussi, hein, parce que cette violence commence à sortir des zones urbaines sensibles auxquelles on avait l'habitude auparavant, hein, les zones périurbaines des grandes villes. C'est pratiquement tous les jours, encore une fois, pour des questions de territoire ou des questions de stupéfiants, mais les bandes de stupéfiants sont un peu à mettre de côté. On n'est pas tout à fait sur le type de même bande, mais pour des violences qui sont exacerbées et qui parfois remontent à des années sans que les jeunes eux-mêmes sachent pourquoi ils en viennent aux mains. Mais cette violence dure dans le temps. Et par contre, je vous disais, s'il n'y a pas véritablement une augmentation des faits de façon exponentielle, en tout cas, il y a une augmentation très importante du niveau de violence. Mais on a vu que ça a touché aussi bien les zones urbaines et aussi les zones rurales très récemment avec ce fait qui s'est déroulé dans le département voisin de l'Essonne, dans le petit village de Saint-Chéron en Essonne. Merci Jean-Michel Schlesser d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes docteur en sociologie et chercheur associé au CESDIP. Le CESDIP, c'est le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales qui est basé, pour le rappel, à Guyancourt. Dans l'actualité, un recours déposé par le collectif Covid-78. Ses habitants dénoncent l'arrêté préfectoral entré en vigueur la semaine dernière, celui rendant obligatoire le port du masque partout dans les Yvelines, en extérieur et dans les lieux publics. Le collectif juge cette décision disproportionnée, liberticide et pas forcément adaptée aux milieux ruraux. L'audience pour ce recours en référé-liberté était prévue ce jeudi matin au tribunal administratif de Versailles. Le tribunal a rejeté ce recours déposé par Covid-78. Le Vaccibus continue de faire sa tournée dans les Yvelines, ce centre de vaccination itinérant contre le Covid-19. Pour la vaccination contre le Covid-19, va à la rencontre des habitants des zones rurales, ceux de plus de 75 ans non couverts par l'un des 13 sites de vaccination dans le département. À chaque jour d'opération, jusqu'à 120 personnes peuvent être vaccinées par ce Vaccibus, mis en place par l'ARS et le département des Yvelines. Par ailleurs, on apprend que le centre de vaccination situé à Versailles ouvrira exceptionnellement samedi également. L'agence régionale de santé vient de doter le site de 600 doses de vaccins. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site Doctolib. Pour rappel, la vaccination reste ouverte pour le moment aux plus de 75 ans et aux personnes souffrant de pathologies graves ou encore aux plus de 50 ans avec comorbidité. Au chapitre politique, les élections régionales prévues, pour le rappel, les 13 et 20 juin prochains. Laurent Saint-Martin, tête de liste de la République En Marche en Ile-de-France, ne devrait pas bénéficier de soutien des conseillers régionaux MoDem, un soutien de la majorité de ces conseillers régionaux sortants MoDem. Le parti centriste est pourtant allié de la majorité depuis les dernières présidentielles. D'après une information du Figaro, 7 des 13 élus MoDem à la région Ile-de-France soutiennent la présidente sortante Valérie Pécresse. Parmi eux, Yann Verlier,
Sperling, ancien secrétaire général de la formation centriste, ou encore Béatrice Lecouturier, présidente du groupe au conseil régional. Le MoDem, comme l'UDI, était pour rappel un allié de Valérie Pécresse lors des dernières élections régionales en 2015. Cette dernière n'a d'ailleurs pas officialisé sa candidature, Valérie Pécresse. On écoute la position de Jean-Noël Barrot, député des Yvelines et secrétaire général du MoDem, interrogé par Mélanie Poquet. Le MoDem a travaillé en bonne intelligence avec la majorité de Valérie Pécresse pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, l'orientation de notre famille politique, c'est d'œuvrer dans chaque région à des stratégies convergentes avec nos partenaires de la majorité présidentielle. Et donc, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de travailler à la constitution d'un projet pour l'Île-de-France avec nos alliés de la République En Marche. Et d'autres candidats sont d'ores et déjà en lice. Clémentine Autain pour la France Insoumise, Jordan Bardella pour le Rassemblement National, Audrey Pulvar pour le Parti Socialiste et Julien Bayou pour Europe Écologie Les Verts. Un mot de transport, la ligne est la deuxième plus fréquentée d'Europe avec près de 900 000 voyageurs par jour. Son terminus dans les Yvelines est à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le RERB cristallise les conflits entre l'entreprise Alstom et le groupe RATP SNCF Île-de-France Mobilité. La raison, le renouvellement des rames de la ligne. Une histoire en plusieurs épisodes qui nous est résumée par Éléonore Sinoquet. C'est un feuilleton qui n'est pas près de se terminer, celui des nouvelles rames du RERB. Tout est parti d'un appel d'offres de la SNCF et de la RATP pour remplacer le matériel vieillissant de la ligne B du RER. Pour rappel, cette ligne, elle part de Saint-Rémy-les-Chevreuses dans les Yvelines, passe par l'Essonne, traverse Paris, puis remonte jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle ou bien jusqu'à Mitry-Claye en Seine-et-Marne. L'appel d'offres concernait donc la livraison de 146 nouveaux trains. L'offre retenue par la SNCF et la RATP le 13 janvier dernier est celle de Bombardier Transport et du groupe espagnol CAF, 2,56 milliards d'euros. Mais une autre entreprise était aussi sur le coup, Alstom, déboutée. L'affaire se complique alors lorsque Alstom rachète le groupe Bombardier fin janvier. Début février ensuite, l'entreprise retire l'offre de Bombardier, provoquant la colère du groupement SNCF, RATP, mais aussi d'Île-de-France Mobilité. Pour Alstom, l'offre n'est pas viable financièrement. De l'autre côté, des actions judiciaires sont envisagées si l'engagement, justement, n'est pas tenu par Alstom. Ce jeudi 11 mars, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et donc d'Île-de-France Mobilité, a même menacé l'entreprise Alstom. Elle a notamment déclaré sur BFM Business « Nous allons avoir une discussion très ferme avec Alstom ». Elle a aussi rappelé que 25% du carnet de commandes d'Alstom dans le monde, c'était l'Île-de-France. Dans ce contexte très tendu, l'engagement de livrer les nouvelles rames d'ici 2025 sera-t-il tenu ? Rien n'est moins sûr. Une très mauvaise nouvelle pour les usagers du RERB car le matériel vieillissant occasionne régulièrement des désagréments sur la ligne. Le RERB, c'est la deuxième ligne la plus empruntée du réseau avec près d'1 million de voyageurs avant la crise sanitaire. La décision d'Alstom fait donc craindre d'importantes conséquences financières autant pour les exploitants que pour les usagers. La colère des personnels d'éducation au lycée Jean Rostand à Mantes-la-Jolie. Depuis le 5 mars, une CPE a entamé une grève de la faim. La raison, la fermeture de la section Bac Pro Gestion Administration à la rentrée prochaine. Cela va entraîner la suppression de son poste et d'un demi-poste d'infirmière également. La conseillère principale d'éducation a reçu le soutien de ses collègues qui ont mené ce jeudi une opération lycée mort sur place. Ils font part de leur incompréhension dans cet établissement qui a vu augmenter dernièrement ses effectifs d'élèves. Deadline fixée à ce jeudi soir, minuit. Vous avez encore quelques heures pour formuler vos vœux sur Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac. Les élèves en terminale ou en réorientation doivent s'inscrire et formuler jusqu'à 10 vœux. Ce ne sera plus possible passé ce jeudi soir, minuit. Les inscrits auront ensuite jusqu'au 8 avril pour finaliser leur dossier et rédiger des lettres de motivation. Environ 900 000 candidats sont concernés par la plateforme Parcoursup. 18 000 formations y sont proposées. Une nouvelle crèche à Maurepas, la Ville-Parc accueille des enfants depuis le 1er mars, programmée depuis septembre dernier. Programmée pour septembre dernier, les travaux ont été retardés par la crise sanitaire. La crèche va accompagner les nourrissons de la croissance, dans leur croissance et leur éveil. Bichente Maria Santisteban. La nouvelle crèche Ville-Parc à Maurepas, enfin ouverte.
Des bâtiments qui accueilleront à terme 78 berceaux et 29 professionnels. Les parents des enfants déjà présents semblent déjà conquis par les lieux. Ça fait 10 jours maintenant qu'on est rentré dans la crèche. Le retour des parents est assez positif. Ils sont plutôt enchantés par toute cette clarté, cette luminosité et du coup cet effet de grandeur aussi. Découpé en 4 sections de couleurs différentes, un véritable travail a été effectué avec l'architecte pour retracer le cheminement de l'enfance et accompagner pédagogiquement les nourrissons. Cette section de couleur bleue, tortue bleue, nous l'avons appelée bulle d'éveil. Alors pourquoi bulle d'éveil ? Parce que c'est plus spécifique à une section de bébés et du coup ils sont dans un contenant. Après le bleu vient le vert, afin d'emmener les petits vers leur développement. Arrive ensuite l'apprentissage des mots et l'affirmation de soi par le jeu. Pour la mairie, cette nouvelle crèche s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global. La mairie de Maurepas est à l'initiative d'un grand projet qui s'appelle le projet Génération, à la place de la crèche des Hauts-Bouleaux, qui était plus dans le centre-ville de Maurepas. Il va y avoir une résidence service senior et nous avons choisi ce lieu qui est une ancienne école pour y déplacer la crèche des Hauts-Bouleaux. C'était justement pour avoir une crèche un petit peu plus grande et surtout plus moderne parce que l'ancienne datait des années 80. Elle était aux normes mais elle était un petit peu vétuste. Parmi les innovations de l'établissement, l'espace Nos Hélènes. Il permettra une fois achevé à un professionnel et un enfant de s'isoler et se consacrer à l'éveil des sens pour un moment tout en lumière et en musique. La commune de Maurepas qui est endeuillée. Nous avons appris ce jeudi la disparition de Gérard Ramon, 86 ans. Le sculpteur s'est éteint le 4 mars dernier. L'artiste a signé de très nombreuses œuvres dans la ville qui décorent les places et les rues morpasiennes, notamment le combat de chèvres au rond-point Jean Moulin ou Jeune fille assise sur le parvis de la mairie. Gérard Ramon avait travaillé de pair avec l'urbaniste Jacques Ribou lors de la construction de la ville nouvelle. Nous l'avions rencontré en 2019 dans son atelier parisien. Écoutez. Et vous avez signé plus d'une dizaine d'œuvres sur cette commune de Maurepas. On n'a pas fait, pas loin, parce qu'en comptant les choses, parce qu'on a fait aussi pas mal de mosaïques. Vous avez vu que par exemple, à l'hôtel de ville, il y a les mosaïques qui existent. Il y a le cheval de l'hôtel, la cavalerie, la grande cavalerie, etc. Oui, ça fait quand même pas mal d'œuvres que j'ai fait là-bas. Et l'idée, ce que vous me disiez un peu avant qu'on débute l'enregistrement, c'était aussi de créer un passé dans ces villes nouvelles, en fait. C'est ça le concept. Et le concept de Ribou, en dehors de son côté, curieux et il a eu l'idée géniale, c'est lui qui a eu l'idée géniale. Il disait, on construit des quartiers neufs, il faut leur donner une vie immédiate. Il faut que les gens retrouvent leur passé quelque part. La disparition du sculpteur Gérard Ramon à 86 ans, une cérémonie religieuse s'est tenue ce jeudi matin dans le 14e arrondissement à Paris. Pour refermer ce journal, il est régulièrement sous les feux des projecteurs. Le château de Grousset à Montfort-l'Amaury accueille très régulièrement des tournages d'émissions et de films. Construite en 1815, la bâtisse vient d'être rachetée par un repreneur qui souhaite en faire un lieu culturel. Les précisions de Mélanie Poquet. Bonjour. 3 tournages avec un point commun, le château de Grousset. L'édifice est aujourd'hui vide de nombreux meubles, mais pour une bonne raison. 2 ans et demi de travaux vont être lancés. Le château vient de se trouver un repreneur. Il a été donc racheté suite à un appel d'offres qu'on a lancé, qui a duré pendant un peu plus d'1 an. Donc on a fait un appel à proposition pour la reprise du château. Et donc on a sélectionné donc une famille française qui est amoureux de l'art et qui a déjà investi dans un autre lieu sur Paris. On a une visite des architectes qui est prévue dernière là. On travaille beaucoup aussi avec la DRAC, avec le conservateur et l'ABF. Donc on a eu la chance de pouvoir construire un vrai projet avec eux. Et donc ils sont partis là, je pense à partir de la fin de l'année, on va partir sur des débuts de travaux. Initialement fondé en 1815 avec un premier bâtiment sur les terres de chasse de Louis XIV, construit pour la duchesse de Charraud, il est racheté en 1938 par Charles de Bestéguy. C'est un château qui a une particularité, c'est que très peu de gens savent que depuis 1950 jusque dans les années 70, date de décès de Charles de Bestéguy, tout le café society parisien venait faire la fête au château de Grousset. Ça a toujours été privé jusqu'en l'an 2000. Quand la famille de Bestéguy va vendre le château, c'est Jean-Louis Rémilleux qui va racheter le château derrière et qui pendant 10 ans va en faire une restauration et va décider lui de l'ouvrir en partie au public.
Il y a 6 ans, des amoureux du château et d'histoire se lancent dans l'aventure et créent l'association Patrimoine Aventure. C'est nous qui avons, entre guillemets, initié cette volonté de découvrir qui était ce personnage, Charles de Bestéguy, et de faire découvrir l'influence qu'il a encore aujourd'hui sur l'architecture et le design. Et donc on a créé une visite qui permet à chacun de comprendre la folie de cet homme, mais surtout l'influence sur l'architecture et le design. Le château est classé monument historique depuis 1993. À l'issue des travaux, des artistes seront accueillis à demeure. On devrait encore l'apercevoir dans de nombreux longs métrages. Le site accueille toujours des équipes de tournage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.